Françoise Gaille, depuis le début du confinement, on a beaucoup entendu parler des animaux qui réinvestissaient les montagnes, les champs, les littoraux, les villes, mais moins de ce qui se passait en haute mer. Comment réagissent la faune et la flore sous-marine depuis le début du confinement? Alors, on n'a pas tellement de données parce qu'en général, on ne suit que ce qui est visible. Or, l'océan, c'est surtout l'invisible. Par contre, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans certaines zones littorales, dont la France d'ailleurs, on a vu réapparaître des dauphins, des baleines qu'on n'avait pas vues auparavant depuis très longtemps. Et ça fait plaisir à tout le monde d'ailleurs. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs que finalement, les écosystèmes sont encore résilients. Et c'est un message d'espoir. Et puis, par exemple, on a vu aussi à Venise quelque chose qui est assez formidable, c'est la qualité de l'eau du point de vue visuel s'est améliorée, elle est transparente, et ça donne la possibilité aux habitants de pouvoir retrouver qu'est-ce que c'est qu'un écosystème marin. On voit le fond avec des algues, avec des crustacés. C'est assez formidable. Selon vous, quel risque court la planète et les océans en particulier si en sortie de crise, nous choisissons finalement de recommencer comme avant? Ben, c'est très simple. On va avoir une augmentation de la température de l'eau. L'océan se réchauffe avec le changement climatique. Si cette température augmente, ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences pour un certain nombre de paramètres comme l'oxygène. L'océan va perdre son oxygène. Et une perte d'oxygène dans certaines zones qu'on appelle des zones anoxiques entraîne la mort de toute une communauté de poissons. Et ça veut dire que ça a des conséquences économiques aussi. Et puis sinon, il va y avoir aussi acidification, puisque l'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère entraîne des conséquences pour les gaz à effet de serre. Et l'acidification de l'océan peut entraîner, par exemple, des pathologies pour les mollusques. Ça veut dire ça que l'ensemble de la vie marine peut être influencé par le changement climatique jusqu'à un certain point qu'on n'a pas encore bien évalué du point de vue du GIEC, qui est ce qu'on appelle les tipping points, c'est-à-dire les points de non-retour, de catastrophe, disons, où l'ensemble de l'écosystème va s'épuiser, va disparaître. À votre avis, quels sont les chantiers prioritaires sur lesquels nous devrions agir en sortie de crise pour justement préserver les océans et donc notre planète? Ben, la première des choses, c'est d'avoir la conscience d'abord que tout est lié, et c'est ce qu'on appelle la vision écosystémique. En fait, je crois que c'est vraiment faciliter la prise de conscience du fait que tout est lié. Et on en a la preuve avec le coronavirus cette fois-ci. Tout est lié, et alors donc ça veut dire faire prendre conscience de l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui pour réinventer une nouvelle société, de nouveaux échanges, introduire le raisonnement, dans nos raisonnements, l'existence de la nature et sa nécessaire fonctionnalité, ça me paraît aussi exactement peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui à nous, citoyens, surtout citadins. Du point de vue des représentations, le fait qu'on ait à apprendre l'ABCD de l'océan à l'école, c'est quelque chose qui serait important. La deuxième chose, je pense qu'il faut absolument que tout investissement, tout financement des activités en ce moment soit quand même lié à l'éco-conditionnalité. Ça, c'est un principe intangible. Voilà.